Instant. Donc, commençons ce webinaire sur les migrations Google Apps et la place de la formation dans une migration sur Google Apps. Donc, pour commencer, comme je vous l'avais annoncé, on va s'intéresser déjà à l'affaire du contexte actuel des migrations, dans quel contexte on se retrouve aujourd'hui. Premier élément très important là-dessus, il y a un parc informatique qui est vieillissant aujourd'hui au sein des structures. Il y a une obsolescence technologique qui est programmée. Ça, je pense que vous le voyez bien à la fois dans vos vies quotidiennes et dans vos vies professionnelles. On voit un monde des technologies qui est beaucoup tourné autour de l'offre avec une évolution extrêmement rapide du parc technologique. Quelques chiffres intéressants là-dessus. Il y a un peu plus de 40% des entreprises françaises qui utilisaient encore Windows XP ou Microsoft Office 2003 en décembre 2013. Donc là, on parle de technologies qui ont plus de 10 ans d'âge. Et c'est très intéressant parce que on voit là aussi qu'il y a un hiatus grandissant entre les équipements qu'on a à titre personnel et les équipements dans les entreprises. Donc c'est un sujet en plus qui nécessite en général l'organisation de migration, sans compter évidemment, et ça c'est un autre point qu'il faut citer, que pour des organisations qui se digitalisent, garder des outils aussi anciens commence à poser des problèmes en termes de productivité des collaborateurs. Deuxième item, le support de Windows XP n'est plus assuré par Microsoft depuis le premier trimestre 2014. Donc ça, c'est un mouvement qui a aussi poussé beaucoup de DSI à se dire, bon, il va falloir migrer nos outils bureautiques et qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Je rajouterai à ça que, évidemment, la crise financière de 2008 n'a pas aidé sur les renouvellements des parcs informatiques et qu'actuellement les entreprises se posent donc beaucoup de questions dessus. Et puis le troisième élément qui est très important, c'est qu'il y a une vraie réflexion qui est en cours sur le passage de logiciels installés au cloud computing. Alors pour être bien clair sur le sujet, la différence entre un logiciel installé et un logiciel en cloud, c'est assez simple. Le logiciel installé, c'est par exemple Office, vous l'avez installé sur votre machine, et puis ensuite vous avez des logiciels qui sont accessibles via votre navigateur. Donc que vous y accédiez depuis le bureau, la maison, peu importe où vous soyez, c'est dans les nuages. Et donc le cloud computing, c'est typiquement les applications Google Apps, qui sont vraiment des applications dans les nuages, mais vous retrouvez aussi des services comme Facebook, LinkedIn, il y a plein de services en ligne. Tous les sites web, en fait, sont des services en ligne qui sont dans le cloud et qui posent beaucoup de questions au DSI, des questions à la fois en termes de productivité des collaborateurs, un accès permanent, une capacité à jongler entre sa tablette, son smartphone, son ordinateur, et en même temps, de l'autre côté, une vraie question sur la sécurité des données, où est-ce qu'elles sont hébergées, est-ce qu'il n'y a pas trop de risques sur le partage, etc. Donc là, on voit bien qu'on est en train de rentrer dans un nouveau monde, où on a un monde de l'informatique qui a évolué à une vitesse grand V sur les 10 dernières années, une informatique d'entreprise qui est souvent restée un petit peu au bord de la route, et donc un besoin très fort de la part des organisations de faire évoluer ce sujet-là. Autre point très important, Google vous propose de nombreux nouveaux produits depuis ces dernières années, et donc il y a une évolution de l'offre Google Apps qui est également importante à comprendre parce qu'elle va faciliter un certain nombre de migrations. Donc la dernière mise à jour de Gmail date de avril 2013, la dernière mise à jour de Hangout, qui est le système donc de visioconférence de Google, date de juin 2013. En décembre 2013, ils ont mis à jour toutes les Google Apps, donc Google Documents, Google Feuilles de calcul, Google Présentation, et en juin 2014, donc tout récemment, ils viennent de mettre à jour Google Drive. Google Drive, c'est l'endroit, c'est le SharePoint de Google, même s'ils n'aimeraient pas beaucoup l'association, donc c'est l'endroit où vous stockez vos documents. Ce qui est intéressant là, et je pense que vous le voyez immédiatement, c'est que on voit bien que, d'un côté, les entreprises sont en train de migrer, mais qu'en plus, les produits proposés par les éditeurs évoluent très rapidement et sont de plus en plus nombreux. Et là, c'est vrai que l'offre Google est maintenant une offre très complète, qui va comporter vraiment toute la bureautique, toute la partie Gmail, donc messagerie, la visioconférence, et donc il commence à avoir une sphère de compétitivité pour une organisation qui est de plus en plus importante. D'ailleurs, nous on note qu'on a un certain nombre de clients qui soit sont passés uniquement sur la partie messagerie, parce qu'en général des cas en migration niveau 1 sur Google Apps, soit passent intégralement sur Google Apps en désinstallant Office. Mais alors, quel paradigme apporte le cloud? Le cloud, il apporte un premier paradigme, c'est que la migration est permanente. C'est-à-dire que avec Google, vous avez des migrations trimestrielles qui vous sont proposées, et la page précédente que je viens de vous présenter, elle va très vite ne plus être vraie. Quand est-ce que Google prévoira les prochaines évolutions de son produit? On ne le sait pas. Par contre, on sait qu'en permanence, ils vont être mis à jour. Et donc cette évolution de plus en plus rapide des produits, elle pose une vraie question. C'est-à-dire qu'on a un cycle d'évolution du produit qui n'est plus un cycle de dans mon organisation, je passe d'Office 2003 à Office 2010, mais j'ai Google Apps, et tous les 3 mois, tous les 6 mois, il y a des nouveautés. Et alors, en plus, il y a des nouveautés et la DSI ne contrôle plus.
C'est-à-dire que ce n'est pas votre DSI qui va pouvoir choisir est-ce que je passe ou pas sur cette nouvelle version. Elle va avoir le choix pendant 3 ou 4 mois, grosso modo, et puis au bout de 4 mois, paf, Google impose le nouveau service. Alors là, vous imaginez bien que ça pose quand même de grandes questions. Et j'en viens à une question que j'ai pour vous, donc je vais vous demander de participer un petit peu, qui est intéressante. Est-ce que vous savez aujourd'hui quel est le délai moyen entre deux formations bureautiques en France? C'est des statistiques de la DARES et de l'INSEE que je vais vous donner. Est-ce que quelqu'un a une idée? Donc répondez via le module question, du temps entre deux formations aujourd'hui en bureautique en France en présentiel. Combien de temps il faut pour un salarié pour avoir deux formations en bureautique? Donc entre la première et la deuxième, il s'écoule combien de temps? Alors, j'ai une première proposition à 8 ans. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent participer? 10 ans, voilà. Alors, qui dit mieux? 5 ans, ok. Est-ce qu'il y a d'autres participants? Bon, on s'arrête là, on a eu 8, 10, 5. Ah bah, la bonne réponse, je vais vous la donner. La bonne réponse, c'est 18 ans. 18 ans, hein, ça va vous ramener, mesdames, messieurs, à ce fabuleux 24 septembre 1996. Et là, je vais vous demander de faire un effort tous, de fermer les yeux et d'essayer de vous projeter sur ce qu'était votre ordinateur il y a 18 ans. Alors quand je donne ce chiffre, à chaque fois, j'ai les mêmes réactions. Ouais, mais Gabriel, c'est bien gentil ce que vous êtes en train de nous raconter. Mais ça, c'est dans des petites organisations. Chez nous, on fait beaucoup mieux. Eh bien, à chaque fois, ensuite, je vous demande de réfléchir à un sujet. Prenez le nombre de vos collaborateurs et regardez au plan de formation l'année dernière et l'année précédente combien de gens ont été formés en bureautique. Et vous vous rendrez compte que dans la plupart des cas, vous n'êtes pas à 18 ans, mais vous êtes à 13 ou 14 ans. 13 ou 14 ans. Mais on est en train de se reprojeter là, vous imaginez bien, en 2001 ou 2002. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que mettez maintenant en parallèle le fait que vos logiciels n'évoluent plus une fois tous les 5 ans, mais une fois tous les 3 mois, et qu'en parallèle, la solution que vous proposez de formation, elle est une fois tous les 18 ans. Ah, c'est quand même un petit problème, ça. Je passe, résultat, à ma deuxième partie, la préparation et le déroulement d'un projet de migration. Alors, je sais que dans l'assistance, il y a à la fois des DSI et des personnes de la formation. Hein. On verra d'ailleurs que c'est des projets qui sont souvent des projets partagés. C'est important de rappeler comment se déroule un projet de migration parce que ça permet de resituer quand est-ce qu'on doit penser la formation. Donc, les phases d'un projet de migration, c'est assez simple. Il y a d'abord une étude de faisabilité qui permet de déterminer au final quel logiciel on va choisir. Et donc, on choisit en phase 2 les logiciels, donc quels logiciels répondent aux besoins des utilisateurs, etc. Il y a des tests des DSI, on vérifie que les applications métiers fonctionnent bien, il y a tout un tas de recommandations qui sont faites autour de ça. Il y a un pilote en général qui est organisé, soit au niveau de la DSI, soit au niveau d'une unité métier, qui permet de voir comment ça se passe. On installe et on déploie ensuite globalement l'organisation. Et à ce moment-là, on informe les utilisateurs. Comme je le précise en dessous, la conduite du changement, c'est en général conçu tout à la fin. C'est-à-dire que le fait de dire je vais communiquer auprès de mes utilisateurs, je vais avoir des sponsors, et puis surtout je vais les former, alors ça c'est un projet qui est en général mis à la fin. Et c'est extrêmement intéressant parce que en fait on se rend compte que c'est pas par manque d'intérêt, la DSI se dit toujours c'est intéressant, la formation se dit toujours ah oui il va falloir accompagner, mais en fait c'est pensé comme la dernière roue du carrosse parce qu'on doit le mettre en place à la fin, et donc on y pense à la fin. Et donc comme on y pense à la fin, on n'a pas forcément les budgets associés. Comme on y pense à la fin, on ne sait même pas poser la question de quel type de formation. Donc si vous saviez le nombre d'entreprises qui nous appellent paniquer pour nous dire que la semaine suivante ou dans 3 semaines, ils vont migrer sur Office 2010, sur Google Apps ou sur tout autre système et qui n'ont pas de solution, c'est juste très très impressionnant. Deuxièmement, c'est un projet qui a des coûts et qui a une complexité. Alors, l'implication forte de la structure, il est évident, hein, le projet en général d'une migration entre le pilote et son déploiement final, c'est entre 12 et 18 mois. Ça peut aller plus vite chez certaines structures, ça dépend de votre taille. Le déploiement sur les utilisateurs est en général échelonné entre 4 et 12 semaines. Alors on a des déploiements qui sont beaucoup plus longs chez un certain nombre de nos clients qui durent plus d'1 an, mais on constate notamment sur les migrations Google Apps que souvent la migration est faite en même temps. Les coûts sont importants. Hein, les coûts en général sur une migration vont osciller entre 600 et 1800 euros par user. Et il y a un impact important sur la productivité des utilisateurs. Alors certains se disent peut-être en voyant 600 à 1800, oh, attendez, ma licence Google Apps, elle me coûte 40 euros par an et par utilisateur, donc on en est bien loin. Ouais, enfin, ramenez ce coût-là déjà sur plusieurs années, et puis surtout, ramenez-le à tout le service, tout le conseil que vous prenez autour pour mettre en place la solution. Si on regarde que le prix de la licence chez Google Apps, en effet, ça coûte pas grand-chose. Ensuite, la mise en œuvre est quand même nettement plus complexe. Alors pourquoi la conduite du changement, au final, c'est un grand oublié? Parce que ça, c'est une vraie question. Pourquoi, au final, on n'y pense qu'à la fin?
Plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a un problème de circulation de l'information entre les différents acteurs, la DSI, la DRH et la direction. La DSI se dit que c'est à la DRH de gérer, la DRH n'est pas forcément informée du niveau d'avancement du projet de migration, et la direction se dit que ses équipes vont gérer. Et là, il y a un vrai sujet de problème de coordination. Donc pour moi, sur toute migration, on conseille toujours la mise en commun du travail par la DSI et la DRH pour bien se mettre d'accord sur qui fait quoi, qui va porter. On a des clients où c'est la DSI qui porte, on a des clients où c'est la DRH qui porte, peu importe, mais il faut que quelqu'un porte. Et il faut absolument que l'information sur le projet soit bien synchronisée. Et DSI et DRH, en général, sur ces questions-là, peu l'habitude de travailler. Et puis ensuite, il y a plein de coûts indirects qui vont être non identifiés sur la migration et que, résultat, on ne va pas prendre en compte. La perte de temps des collaborateurs, le support helpdesk débordé, les demandes supplémentaires au titre du plan de formation. Tous ces coûts-là, ils vont apparaître après le projet. Bon, s'ils apparaissent après le projet, c'est pas très grave. Je veux dire par là que, ils seront pas dans le budget du projet initial. Et là, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'il faut regarder tous les coûts cachés qu'il y a derrière une migration informatique et se poser des vraies questions là-dessus. Et nous, on rappelle toujours que la perte de temps moyen d'un collaborateur sur les outils bureautiques, c'est un peu plus de 5 heures par mois. Ça, c'est une étude qu'on pourra vous envoyer si ça vous intéresse. Et lors d'une migration, ce chiffre, probablement, il va doubler. Donc 10 heures par mois de perdu, 2 jours ouvrés parce que je suis pas bien formé aux nouveaux outils qu'on m'a mis en place. Mais alors justement, comment réintroduire le sujet? Comment est-ce qu'on fait pour se dire, ouais, sur la conduite du changement, enfin, on va faire différemment? Eh bien déjà, il faut accepter les ruptures qu'il y a pour l'utilisateur lors d'une migration. C'est quoi le constat? Le constat déjà, c'est que vous avez un bouleversement de l'interface. Alors là, je vous ai pris quelques éléments visuels, vous voyez des comparaisons. À gauche, c'est Office 2010 et à droite, c'est Google Apps. Donc là, c'est la mise en forme d'un tableau sur Office 2010 ou Google Apps. Bon, d'un graphique, excusez-moi. Autant dire que à peu près rien à voir en termes d'interface, de façon de procéder, de fonctionnement. Vous voyez, on a des interfaces très très différentes en termes de fonctionnement. Deuxième exemple, créer une bibliographie. Alors là, c'est encore mieux. Google Apps vous propose de synchroniser tout ça dans le web, de gérer des références bibliographiques via des services web. Office est beaucoup plus sur une logique de bibliographie intégrée à votre document et que vous disposez sur vos autres documents. Donc les fonctionnalités ont carrément des divergences complètes de fonctionnement et de résultats. Et donc là, je me retrouve face à des choses où c'est complètement différent. Troisième chose, si je migre, c'est quand même pour avoir des nouvelles fonctionnalités. Et là, je vous ai pris 2 exemples de nouvelles fonctionnalités intéressantes quand on déploie Google Apps. La capacité de disposer plusieurs boîtes de réception, alors là vous voyez pas très bien, mais Google Apps permet d'avoir maintenant dans Gmail plusieurs boîtes de réception et donc de facilement classifier ces dossiers avec un système vraiment très intelligent. Et puis la visioconférence avec Hangout en 3 clics, ça c'est des nouveaux usages. Évidemment, c'est des choses que les utilisateurs doivent connaître, parce que si j'installe Google Apps uniquement pour qu'il fasse exactement ce qu'il faisait avec Office, autant dire que pourquoi j'ai investi. Quatrième point, mais il y a plein de nouveautés à gérer. Et c'est quoi ces nouveautés? Je vais prendre un premier exemple. Vous pouvez, dans Google Apps, chatter en direct dans un document. Donc vous pouvez vous retrouver en situation de chat pour vraiment faire du travail collaboratif. Comment est-ce que je mets ça en œuvre? Comment ça marche? À quel point je peux l'utiliser, etc. C'est des vraies questions. Deuxième exemple, qui est en général pas tellement mis en avant par Google sur une migration Google Apps, mais qui, chez nos clients, pose d'énormes problèmes. Toutes les formules Excel, feuilles de calcul de Google Apps sont en anglais. Vous ne pouvez pas les saisir en français, il faut les connaître en anglais. Donc, pour prendre un exemple, là c'est l'exemple que j'ai, une formule NBVAL, c'est sum total. Donc, si vous ne connaissez pas la formule anglaise, de toute façon, vous n'avez aucune chance de faire vos formules. Alors, pour des gens qui utilisent beaucoup Excel, là, c'est la catastrophe. Donc, on voit bien qu'on a ici plein de sujets où on a à la fois des différentes interfaces, on a à la fois des nouveautés et on a à la fois des problèmes posés à nouveau par le logiciel. Et donc là, il y a plein de choses à gérer pour l'utilisateur. Et donc, il faut réussir à appréhender quelles sont les compétences en jeu lors d'une migration. D'abord, vous avez, et ça c'est très important, une volatilité des compétences informatiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est simple, c'est que quand vous appréhendez une compétence informatique, en général, elle est peu pérenne. Alors je vais m'expliquer là-dessus. Quand vous demandez aux personnes, mais quelles sont vos difficultés sur la bureautique, qu'on soit en période de migration ou pas, ce qu'ils vont toujours vous répondre, c'est un usage très précis qu'ils n'ont pas réussi à faire la semaine dernière. Oh là là, j'ai passé 2 heures à dédoublonner un tableau, ou je devais faire un publipostage, je m'en suis pas sorti, etc., etc. Pourquoi ils ont ces micro-difficultés?
Parce que, un, la bureautique s'intègre dans leur travail, et deuxièmement, parce que c'est très difficile de garder une pérennité sur le long terme des compétences bureautiques. Donc, il y a la question de l'accès just-in-time qui est vraiment centrale en bureautique. C'est au moment où j'en ai besoin que j'ai besoin de la solution. Deuxièmement, vous avez une évolution de plus en plus rapide des outils. Bon, ben là, j'y reviens pas sur Google Apps, mais c'est quand même extrêmement clé. C'est que plus j'ai d'outils et plus ils évoluent vite, plus c'est difficile de maintenir mes compétences. Troisième chose très importante, vous avez plein de façons de réaliser une même manipulation, et quel que soit le logiciel. Et là, il y a des problématiques de, voilà, comment est-ce que je fais pour retenir qu'il y a plusieurs manipulations, qu'en fonction du contexte c'est plutôt l'une ou plutôt l'autre, c'est plus difficile. Et puis, on a des utilisateurs qui sont aussi spécifiques sur les compétences bureautiques et qu'il faut bien analyser. D'abord, vous n'avez plus d'hommes de Cro-Magnon de la bureautique. Il n'y a plus personne qui a un niveau 0 en bureautique, qui ne sait pas ouvrir Word, qui ne sait pas ouvrir Excel. Alors je sais que quand je dis ça, en général, on me dit, mais non, monsieur Morisson, il y en a encore quelques-uns quand même. Oui, oui, il y en a quelques-uns. Enfin, vous avez quand même 90% des Français qui ont une connexion au débit à la maison et au moins 2 ordinateurs. Vous en avez plus de 55% qui ont un smartphone dans la poche. On voit bien qu'on a des utilisateurs qui ne sont plus des grands néophytes, qui sont des utilisateurs intermédiaires. Et ça a des conséquences sur leur manière d'appréhender l'informatique et ce qu'ils attendent en termes de formation. Deuxièmement, l'informatique, c'est un outil quotidien. Donc comme c'est un outil quotidien, c'est un outil qui va s'intégrer comme un besoin quotidien pour le collaborateur. Alors maintenant, je vais vous lister 6 conseils à ne pas suivre et qui en fait reprennent globalement tout ce que nous disent nos prospects et nos clients quand on parle de migration au départ. Premier sujet. Non mais vous savez, mes salariés ils disposent d'un matériel plus récent à la maison, donc j'ai pas besoin de formation, ils vont s'y faire tout seuls. C'est vrai que moi, ça m'arrive très souvent à la maison de faire un tableau croisé dynamique ou un publi postage. C'est-à-dire que l'usage pro que j'ai l'usage pro que j'ai au bureau, ben non, je l'ai pas à la maison. C'est pas les mêmes usages que j'ai. Je fais pas la même chose. Et donc oui, j'ai un matériel plus récent et c'est ce qui fait que j'en ai marre de l'informatique de mon entreprise quand elle est trop old school. Mais c'est pas ce qui fait que je suis capable de l'utiliser dans un contexte professionnel qui est bien différent du contexte personnel. Les usages sont tout à fait différents. Deuxième item, ils finiront par s'habituer à la nouvelle interface. Ah mais ça, je suis d'accord qu'avec cet argument, en fait, on peut tout dire. Bah non, mais vous savez, cette personne, à force de manager son équipe, ça va devenir un bon manager. Non, là, le sujet, c'est la démission qui est derrière cet argument. C'est-à-dire qu'on vous dit, ouais, mais la nouvelle interface, ils vont s'y faire. Non, mais le sujet, c'est pas la nouvelle interface, c'est comment ils s'y font plus vite, ils sont plus productifs avec ces outils, et ils ont pris conscience des nouveaux usages. Troisième item, le coût de l'opération est trop cher. Là, on pourra rediscuter si vous voulez tout à l'heure des tarifs Vodéclic, mais en tout cas avec Vodéclic c'est vraiment pas le sujet, et donc c'est une affaire de modalité de formation et de la manière dont on le déploie. Évidemment, si on veut faire des formations présentielles en groupe de 8 pour tous ses collaborateurs, là ça coûte très cher, et surtout le retour sur investissement est faible. C'est ça qui est bien important. Quatrième point, mais si, je les ai formés mes collaborateurs. Ah bon, qu'est-ce que vous avez fait? Non, mais j'ai organisé un amphithéâtre pour informer sur les changements, les différences. Non, vous n'avez pas fait de formation là. Vous avez fait de l'information, vous avez fait de la communication. C'est des solutions, ces amphithéâtres, qui sont intéressants. Mais ce n'est pas une solution qui peut être déployée comme seule et unique répondant aux besoins. C'est-à-dire que nous, on a plein de clients d'ailleurs qui organisent ces amphithéâtres pour faire de la com avec 50, 100 personnes et qui à l'intérieur présentent pendant un quart d'heure, 20 minutes vos déclics pour s'assurer que les gens ensuite aillent sur la plateforme. Donc c'est un élément du change, mais c'est certainement pas l'élément central qui apporte la formation aux collaborateurs. Cinquième item, la formation doit porter uniquement sur les changements. Alors ça, c'est l'item qui pour moi est le plus problématique parce que en fait, cet item, il indique que au final, ce qu'on cherche à faire, c'est on migre des utilisateurs et ce qu'ils faisaient avant, on veut qu'ils réussissent à le faire après. Ouais, oui, on veut ça. Mais si on veut pas en plus qu'ils gagnent en productivité et qu'ils développent de nouveaux usages, alors là, je ne comprends pas pourquoi on investit des millions d'euros sur une nouvelle solution. Ça n'a pas de sens. Donc si vous investissez lourd sur votre IT, c'est pour que les utilisateurs et les nouveaux usages aient gagné en productivité. Et ça ne passe que par leur capacité à comprendre les usages qu'il y a derrière. Sixième point, nouveau logiciel bureautique, ancienne méthode de formation. Bon alors là, avec Google Apps, c'est très clair. Vous avez un outil dans le cloud, vous dites à vos collaborateurs, c'est 24 sur 24, 7 jours sur 7, vous pouvez vous y connecter comme vous voulez, vous pouvez partager les documents, etc. Par contre, la formation, c'est dans une salle fermée pendant 4 heures avec un formateur.
Ah mais attendez, je comprends pas, vous me mettez dans le cloud sur la partie de mes outils, et sur la partie formation, vous me faites revenir dans un environnement qui est totalement différent pour se former à ses propres outils. Il y a vraiment une contradiction entre les deux. Mais alors, quelle réponse structurée peut-on déployer pour apporter une réponse performante? Bah, justement, on a une solution à vous proposer, que je vais vous décrire dans les grandes lignes, et surtout que je vais vous décrire sur sa capacité à traiter Google Apps, puisque c'est un de vos enjeux. D'abord, pour être performant sur une solution bureautique, et ça c'est essentiel, il faut que l'utilisateur soit au centre du dispositif. Il est maître de sa bureautique, il doit être maître de sa formation. Ça, c'est un processus de changement radical dans les structures avec qui on travaille, c'est d'arrêter d'être dans un processus top-down, je demande aux gens qui a des besoins et je les traite, mais d'être dans un processus où je vous laisse en libre accès une solution qui va vous permettre de vous former quand vous le souhaitez. Et ensuite, il faut répondre à un triptyque, pouvoir se former au sujet qui m'intéresse, donc tous les sujets qui m'intéressent, Google Apps, mais évidemment plein d'autres sujets qui peuvent avoir du sens pour moi, les réseaux sociaux, ce que je peux utiliser à titre professionnel. Deuxième point, pouvoir se former à mon rythme, et mon rythme il évolue en fonction des moments et des où je travaille, est-ce que je suis en migration, est-ce que je viens de changer de poste, etc. Et puis le troisième item, je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas insister, mais pouvoir se former quand on en a besoin, en just in time, parce que c'est au moment où j'ai la question que je veux la réponse, et que je suis un utilisateur en plus qui a de plus en plus de choses à faire, et donc j'ai besoin de réponses qui ont une nature très productive. La réponse aux enjeux de migration, ça a de nombreuses spécificités et on les couvre de la manière suivante. D'abord, on vous propose des découvertes des nouveautés via une formation spécifique ou un parcours spécifique qu'on met en place. Vous pouvez appréhender les nouvelles possibilités offertes par le cloud grâce à vos déclics. Donc, on vous met en perspective dans nos formations Google Apps tout ce qui est nécessaire et tout ce que vous apporte le cloud computing. On répond à un double besoin, à la fois au niveau du support et à la fois au niveau de la formation. C'est-à-dire qu'on va vous proposer un système qui permet à l'utilisateur de se former, qui lui permet également d'avoir une réponse en quelques minutes sur la solution vos déclics, et qui en plus lui permet, s'il le souhaite, et ça c'est important pour vous, excusez-moi, on va vous permettre également d'intégrer notre solution au sein de votre support pour pousser des modules vos déclics. Donc on a une capacité, si vous voulez, à dire, votre support va être débordé au moment du lancement, une partie des questions sur lesquelles il va y avoir des appels, entre 15 et 20%, ça va être sur de l'usage. On va vous apporter une solution pour que votre support puisse pousser des modules vos déclics. Là, vous gagnez du temps en termes de support, vous évitez de surcharger votre support, et troisième élément clé, vous trouvez un nouveau relais à vos déclics en interne. Le lancement échelonné, c'est-à-dire qu'on vous propose d'échelonner le lancement 15 jours avant la date de migration afin de s'assurer que les utilisateurs aient avant la migration une capacité à comprendre l'outil. Et deuxième item qui est très important chez nous, on vous propose également le fait que les équipes projet, DSI, RH, etc. soient formées en avance de phase un mois avant parce que elles ont besoin d'intégrer tout ça. On intègre aussi souvent les sponsors dans cette phase-là. Cinquième point, ça je pense que vous l'avez bien compris, vos déclics, on propose des modules de 5 minutes. Donc la question, c'est la recherche instantanée d'un module répondant à un besoin, et là on est extrêmement performant avec un système de moteur de recherche, et une capacité évidemment derrière à construire un e-learning bureautique comme un outil d'entreprise. Donc on va s'intégrer dans votre organisation. Donc on a plein de propositions de valeur là-dessus, je vous ai parlé de l'intégration à votre support, on a la capacité à se déployer avec un SSO, donc une authentification automatique, je vais y revenir derrière. Donc tout ça, ça a vraiment beaucoup de valeur pour l'organisation et c'est ce qui fait qu'on n'est pas simplement des modules sur étagère. Deuxième item qui fait que vous pouvez nous faire confiance chez vos déclics sur Google Apps, c'est qu'on dispose de l'intégralité des parcours sur Gmail, Google Drive, Google Docs, Google Calc, Google Slide, et j'aurais pu rajouter Chrome, Google, la recherche de Google, etc. Je ne voulais pas tout vous lister, en 6 langues. Français, anglais, espagnol, brésilien, mandarin et allemand. Et c'est up-to-date. Donc quand je dis up-to-date, notre formation Gmail a été mise à jour en août. Google Drive, nos formations sont en train d'être toutes reproduites puisque Google vient de le mettre à jour en juin. Donc en septembre, fin septembre, on aura toutes nos formations mises à jour. Et donc vous avez l'assurance avec vos déclics d'avoir un catalogue qui est mis à jour, up-to-date, par rapport à vos évolutions. Et ça, c'est extrêmement important. Vous mettez en place un outil qui n'a plus de version, qui ne cesse de progresser. Ben, en face, nous, ce qu'on vous propose, c'est un système qui va vraiment vous permettre d'avoir des formations à jour sur tous les logiciels nécessaires. Dernier point que je voulais traiter avec vous, on a une capacité à s'intégrer directement au sein de Google Apps. Alors là, je vous ai fait une petite capture d'écran, mais comme une démo est toujours mieux, eh bien, je vais vous faire une petite démo. Je vous demande juste un petit instant. Hop, je vais vous mettre voilà, mon navigateur. Hop,
je vais aller sur mon Gmail, puisqu'on utilise Google Apps en interne chez Vodéclic pour la partie messagerie. Et là, vous voyez, je clique ici, je clique sur plus, et je clique sur Vodéclic. Une fois que j'ai fait ça, on me demande avec quel compte Vodéclic vous voulez vous connecter. Moi, c'est mon compte personnel, de Gabriel Morisson, parce que je pourrais avoir d'autres comptes Google. Et automatiquement, je suis authentifié chez moi avec mon compte Google Apps. Qu'est-ce qui vient de se passer là? On vient de créer un raccourci qui permet à l'utilisateur en 2 clics depuis la page d'accueil d'accéder à Vodéclic. Donc ça, c'est une première grosse valeur. Deuxième élément, on a mis en place une authentification automatique qui évite aux utilisateurs d'avoir à se reconnecter. Troisième élément, très important, vous vous retrouvez donc dans une situation avec une vraie valeur ajoutée pour l'utilisateur, c'est-à-dire que lui, il peut vraiment y accéder en 5 minutes, en un clic, il va accéder à la solution Vodéclic. Hop, je vais remettre ma présentation en plein écran. Voilà. Et donc là, vous avez vu notre intégration Google Apps. Cette intégration, elle est documentée. Si vous voulez faire des tests dessus, il n'y a vraiment aucun problème. Alors, comme je vous l'ai dit, j'aime bien avoir un webinaire qui est participatif. Donc là, j'ai fait le tour des grands éléments que je voulais vous présenter. Et donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de poser vos questions, de réagir, de me demander des précisions, vraiment qu'on prenne un temps important ensemble pour répondre à vos questions et que je puisse vous aider également dans l'avancement de vos projets ou en tout cas dans les questions que vous vous posez. Donc, n'hésitez pas à poser tout type de questions. Je prends à la volée et j'y réponds. Alors, je vous laisse juste 2 minutes le temps de les rédiger, hein, évidemment, et je prends vos questions. Alors, il y a une première question qui consiste à dire, parfois, nous, nos migrations, elles sont à la fois Google Apps et Office, c'est-à-dire qu'on peut migrer uniquement Gmail et puis avoir Office. Ouais, je suis bien d'accord avec vous, on a plein de clients dans ce cas-là, et donc nous, ce qu'on déploie, c'est un catalogue, hein, je vous ai parlé du catalogue Google Apps, mais on a un catalogue beaucoup plus large avec un peu plus de 300 modules, 300 formations, excusez-moi, et donc on peut apporter vraiment des réponses à chacun des sujets, et donc vous aider à la fois sur une migration qui mixe des logiciels. Pourquoi une question provocante. Pourquoi j'utilise PowerPoint pour ce webinar? Bonne question, parce que nos forces commerciales aujourd'hui chez Vodéclic utilisent Office 2010. Notre éditorial utilise pour le coup Google Apps, donc voilà. Nous, on utilise encore Office sur cette partie-là. Question sur le coût économique. Vodéclic, c'est une licence triannuelle, d'accord, par utilisateur, avec un coût unique par utilisateur qui varie en fonction des volumes. Donc je vais vous donner un exemple. Une licence pour 1000 collaborateurs, le coût annuel de la licence Vodéclic, c'est de 25 € hors taxe. Quel type de fonctions sont les plus demandeurs de formation et sur quel point? Alors là, c'est extrêmement variable en fonction des structures. Ce que je peux vous apporter comme réponse, c'est que déjà, ça c'est très important, il faut vraiment se demander au moment où on forme les collaborateurs qui on vise. Et dans le qui on vise, nous, on invite vraiment les structures à se demander pourquoi on est en train d'exclure des populations. Parce que évidemment, les populations sièges sont toujours beaucoup plus réactives sur ces sujets-là. Mais on s'est rendu compte, nous, que avec des clients qui sont dans la grande distribution, qu'au final, les managers de magasins étaient très intéressés et que quand les vendeurs étaient équipés, c'était également quelque chose de positif. Donc, on se rend compte qu'en effet, sur les fonctions avancées de feuilles de calcul, sur Hangout, qui est une des formations qui marche très très bien quand on déploie Vodéclic, le siège prend plus vite en main, mais par contre qu'au final, vous avez également un usage qui se fait dans les entrepôts, les boutiques, quand vous êtes sur des métiers plus de terrain. Et pourquoi vous avez ces usages-là? Parce que c'est des gens qui sont jamais touchés par la formation, parce que c'est des gens qui ont envie de se mettre au digital, et avec Google Apps, vous leur ouvrez de nouvelles perspectives. Est-ce que les besoins évoluent aussi vite que les produits? Ben, en fait, je vais vous retourner la question et la renverser. C'est, est-ce que les produits et les évolutions des produits que vous avez vous intéressent pour être plus productif? Et pour moi, la réponse, elle est oui. Je ne vous dis pas que 100% des fonctionnalités de Google Apps doivent être maîtrisées par vos collaborateurs, c'est pas vrai. Mais par contre, quand vous avez des changements majeurs d'interface, ben là, vous ne pouvez pas faire autrement. Nouvelle interface de Google Drive, par exemple, ils vous ont tout changé, il faut bien s'adapter. Et deuxième élément, vous avez des nouvelles fonctionnalités où quand vous n'en tirez pas parti, ben là, c'est vraiment dommage parce que vous avez une plus-value à l'intérieur. Quelle est la réelle utilité de Google Drive?
Ben là, en fait, ça dépend complètement de l'organisation de votre entreprise. Si votre entreprise utilise un système, soit un intranet pour la gestion de ses documents, soit un SharePoint encore, bah, Google Drive au milieu de tout ça n'a pas grand intérêt. Par contre, il y a des organisations où l'ensemble de leurs documents sont stockés sur Google Drive, en tout cas ce qui est partagé dans le cloud, et dans ces cas-là, bah, c'est devenu le SharePoint interne ou l'intranet interne, on l'appelle comme on veut. Pourquoi ne pas comparer à Office 365 qui est de plus en plus en phase avec Google Web Apps? Alors, nous, chez Vodéclic, on ne fait pas de choix, hein. On apporte une solution sur la productivité digitale des organisations. Donc, notre objectif, c'est pas de vous dire Office c'est mieux que Google, qui est mieux que LibreOffice. On s'en fiche. On cherche à vous aider à être plus productif sur ces outils-là et à lutter avec vous sur les coûts cachés de l'ignorance informatique et tous les problèmes de formation associés. Donc, nous, on a aujourd'hui des clients qui sont sur Office 365 et qu'on accompagne sur Office 365. On en a sur Google Apps également, on en a qui ont les deux. Je veux dire, on ne fait pas de choix. Et d'ailleurs, je me permets de vous le signaler, mais la semaine dernière, il y avait un autre webinaire Vodéclic sur comment réaliser une migration Office 365 qui est disponible en ligne. Donc vous voyez, on intervient vraiment sur les deux domaines. Qu'apportez-vous de plus que les outils d'accompagnement de Google? Il semble que Google propose déjà des didacticiels. Bah là, je vous invite, hein, on vous fera une petite démo de notre produit et puis je pense que vous allez tout de suite vous voir la différence. Alors les différences, il y en a plein. Il y a, est-ce que vous avez des contenus de formation disponibles dans les langues proposées? D'accord? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes capable de traiter toutes les langues et pas avoir 80% de vos contenus en anglais? Deuxième item, est-ce que vous avez une capacité de proposer une vraie solution de formation et pas simplement quelques tutos plutôt tournés commercial, etc. Donc avec une logique beaucoup plus marketing. Nous, on est dans une vraie logique de formation. Troisième item, on vous apporte un vrai outil d'entreprise. On vous apporte pas un truc où on vous dit allez sur YouTube. Non mais ça d'accord, mais si vous faites ça, en fait, vous ne faites rien pour vos collaborateurs. Il faut amener quelque chose qui s'intègre dans votre organisation. D'un point de vue SSO évidemment, mais aussi d'un point de vue reporting, une capacité à aider votre support, une capacité à vous en servir également pour les sponsors. Donc on a beaucoup d'actions dans ce sens-là. Comment est-ce qu'on gère les utilisateurs réfractaires? Les utilisateurs réfractaires, il faut les gérer avec un bon marketing de la formation. Donc on a plein de dispositifs innovants là-dessus, je vais vous en citer un. On a une capacité par exemple à proposer à nos clients de changer le catalogue en fonction des horaires de connexion. Pendant les horaires de travail du lundi au vendredi, ils ont accès à Google Apps. Et le soir et le week-end, les collaborateurs ont accès à titre personnel à des formations sur le monde privé. Comment j'utilise Facebook, comment j'utilise mieux Photoshop, etc. Et là, vous avez une vraie vertu à faire ça, c'est que, un, ça n'a pas de coût supplémentaire pour vous, mais surtout, vous avez un vrai argument marketing auprès de vos collaborateurs pour les inciter à utiliser. Pour vous citer des taux d'usage, nous, chez des clients qui commencent avec nous sur du e-learning de manière globale sur des organisations, on arrive très régulièrement à dépasser les 50% d'utilisateurs actifs la première année. Et on considère que quand vous avez une organisation de 1500 collaborateurs et qu'elle formait avant 50 personnes et que maintenant elle a réussi à en former 750 la première année grâce à nous, c'est un joli challenge. Alors j'ai une question sur le coût du pack Office. Le coût du pack Office, pour vous alors le coût du pack Office, vous le donnez, vous me demandez le coût de Google Apps. Google Apps, le forfait annuel, hein, si je ne me trompe pas, hein, parce que je suis pas vendeur Google, c'est 40 euros par mois, par an. Donc, hein, par rapport à votre calcul sur 3 ans, c'est 120 euros. Voilà. Alors, quelqu'un qui me dit ma migration s'est bien passée, qu'est-ce que m'apporte Google Apps? Ah, là, c'est des produits qui sont différents, donc je peux pas vraiment vous répondre parce que je suis pas commercial Google. Prenez contact avec Google si vous voulez des réponses là-dessus. Moi, ce que je peux simplement vous dire, et c'est intéressant, c'est que les migrations, en fait, nous, on a deux cas. On a des clients qui viennent avant la migration et qui nous disent, oulala, là là, il faut qu'on fasse quelque chose et on les accompagne. Et puis j'ai aussi beaucoup de clients qui me rappellent un an après, qui me disent, au départ, on pensait que la migration s'était bien passée. Et puis ensuite, on a regardé plus en profondeur les choses et on se rend compte que c'est plus compliqué que ça, qu'il y a plein d'utilisateurs qui s'y sont pas complètement mis, qui perdent du temps, etc. Donc la question de la productivité de vos collaborateurs sur le digital, c'est une vraie question qu'il faut que vous vous posiez. Est-ce qu'il y a des deux dernières questions, deux ou trois dernières questions pour finir, ou est-ce que vous avez posé toutes vos questions? Il y en a eu beaucoup, hein, je vous remercie de votre intérêt. Bon,
S'il n'y a pas d'autres questions, je vais mettre fin au webinaire. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser. Ce qui va se passer à la suite du webinaire, c'est qu'on va vous renvoyer les slides qu'on vous a présentés aujourd'hui. On pourra également, si vous le souhaitez, vous proposer une démonstration du produit. N'hésitez pas à nous recontacter directement là-dessus pour qu'on vous fasse une démonstration du produit, vos déclics. Voilà, on reste à votre disposition évidemment, et puis on vous invite également, si vous le souhaitez, à suivre notre blog, blog.vodeclic.com, qui vous apporte également plein de précisions sur tous ces sujets-là. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre temps, et je vous remercie également pour vos différentes prestations, vos différents commentaires, excusez-moi, de remerciements sur ce webinaire, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.